Alors bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième table ronde qui est consacrée au secteur de la blanchisserie industrielle autour de la thématique de l'impact environnemental. Pour nous accompagner autour de cette table ronde, nous avons 3 experts et je vais les inviter à se présenter succinctement. Je t'en prie. Eh bien bonjour, Michel, le gérant de la SARL blanchisseur.fr. Bonjour à tous, Marie-Laure, je suis responsable marketing chez Ecolab, fournisseur de produits lessiviels. Bonjour à tous, Louis Ducar, les lavandières d'Aquitaine, blanchisserie à Saint-André-de-Cubzac. Donc merci à eux de nous faire partager leur expérience et leur expertise. Pour démarrer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et donc j'aimerais vous interpeller tout simplement sur les problématiques environnementales que vous rencontrez au quotidien au sein de vos blanchisseries. Peut-être Louis ? Je vais commencer, ouais. Donc, moi j'ai identifié plusieurs points principaux. C'est tout d'abord la partie textile et ses origines et sa traçabilité. Ensuite, la maîtrise de l'eau, sa consommation et la partie rejet, maîtrise des rejets. Et enfin, la maîtrise de l'énergie. Et dans l'énergie, je vais parler de la partie consommation gasoil, consommation gaz et consommation électrique. Voilà pour les points principaux. Merci. Je rejoins complètement Louis. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la problématique principale, elle va être l'eau et l'énergie, surtout avec la conjoncture actuelle. Après, donc, on peut parler de solutions qui existent aujourd'hui, mais alors je ne vais pas parler du gasoil, on n'est pas concerné encore par ce genre de choses. Mais bon, on propose aujourd'hui des systèmes qui permettent de récupérer l'eau et de la réutiliser de manière à réduire les consommations globales de la blanchisserie. Et également, pour tout ce qui va être énergie, ça va être l'utilisation, par exemple, d'échangeurs qui permettent de réduire la température, de réutiliser une eau un petit peu plus chaude et donc de réduire nos apports. Donc tout ce genre d'équipement, en fait, aujourd'hui, qui existe. Et après, effectivement, les textiles, ça c'est un autre problème qui est extrêmement important, qu'on peut développer un petit peu après. Michel ? Oui, dans les énergies, utiliser moins d'eau, utiliser la chimie avec un petit peu plus de responsabilité. Et c'est surtout l'eau et puis l'électricité. Et puis essayer de travailler à froid, pourquoi pas, avec des techniques nouvelles, avec des choses qu'on met en place soi-même ou aidé par des grosses entreprises qui peuvent vous aider à mettre en place des techniques comme par exemple basées sur l'ozone. Je crois que je vais faire plaisir à plus d'un. Et voilà, surtout c'est utiliser le moins d'eau possible et le moins d'énergie possible. Donc on le voit, la technologie, la chimie, aussi la formation dont on pourrait parler, puisque à travers des actions de sensibilisation, par exemple, on peut aussi parvenir à agir sur le levier environnemental. Alors Louis, vous parliez du textile. Moi, la question que je voulais vous poser justement, c'est on pointe souvent du doigt les effets du décatissage sur la qualité des effluents. Quelles actions vous avez mises en place pour pallier ce problème ? Alors, pour l'instant, nous, les points sur lesquels on est en train de travailler, c'est plutôt la traçabilité des textiles et pour réduire l'impact sur la partie décatissage. On n'a pas encore avancé sur la maîtrise des effluents et connaître exactement ce qu'il y a dans les effluents suite au décatissage. Je sais qu'il y a des actions en cours par les fournisseurs lessiviels et d'autres experts, mais pour l'instant, sur la partie décatissage, on essaie de traiter le problème à la source et d'aller sourcer des fournisseurs de linge qui vont mieux maîtriser ça et nous garantir une maîtrise des effluents par la suite. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que vous faites la part belle au Made in France ? Alors, effectivement, notre volonté et ma volonté, c'est d'arriver à travailler avec des fournisseurs. Alors, il y a des Made in France et un peu de Made in Germany qui ont vraiment des actions sur la maîtrise de leurs fournisseurs. Sur la partie origine textile, savoir d'où vient le produit, d'où il est fabriqué, comment on peut être certifié qu'il va pas avoir des impacts environnementaux sur les produits, sur les pays où ils sont fabriqués. Donc on va travailler là-dessus et également sur le Made in France. Nous on travaille avec 3 principaux fournisseurs qui vont confectionner en France, mais pas encore tisser en France. Voilà, on doit y travailler. D'accord.
Si je peux rebondir là-dessus, aujourd'hui, nous sommes capables de proposer donc des solutions pour décatir le linge, mais effectivement, c'est pas forcément dans l'approche en fait qu'on a, parce qu'il faut savoir quand même qu'un programme de décatissage est très très demandeur d'énergie, d'eau, et aujourd'hui, il y a cette problématique de rejet. On ne sait pas réellement ce qu'on retrouve dedans. Tout dépend de la provenance des textiles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on préconise plutôt les blanchisseurs à faire appel à des fournisseurs qui maîtrisent complètement la filière et avec un cahier des charges vraiment précis et complet pour être sûr en fait du type de textile qu'ils vont utiliser. Tout est question de coût finalement. Parce que on peut aussi laisser le fournisseur décatir le linge et puis nous le fournir déjà décati, ce qui va éviter d'encrasser nos machines. Et ce qui va aussi nous éviter à nous d'avoir des rejets polluants. Laissons-le aux autres, après tout. Alors, on fait entre guillemets que déplacer le problème, certes. On déplace le problème, oui, mais bon, nous, ça nous évite aussi nos encrassements et nous, ça nous évite de polluer. Maintenant, mais le décatissage est finalement indispensable, où que soit fabriqué le tissu, absolument. Parce que le tissu a du transport. À partir du moment où il y a du transport, il y a des risques d'atteinte du tissu, que ça moisisse. Donc, il faut forcément qu'il y ait des apprêts, il faut forcément qu'il y ait des produits. Après, c'est leur longévité. Est-ce qu'on peut pas trouver un produit qui protège le tissu et qui soit biodégradable au bout de X temps, sans risque de tout, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Après, on stocke le linge. Nous aussi, des fois, on achète à 1 an et puis parce qu'on fait des bons coups. Moi, ça m'arrive. Je fais des bons coups, j'achète à 1 an. Et c'est vrai que si le linge est détérioré pendant ces 1 an ou de l'humidité ou n'importe quoi, ça peut arriver. Voilà. Donc des produits différents peut-être à l'origine aussi. La question de fait est de savoir qui endosse la responsabilité donc, du décatissage. Le décatissage c'est bien, mais peut-être que le produit devrait être changé à l'origine, à la base. Oui, voilà. Donc on en revient à ce que disait Louis tout à l'heure sur la fabrication même du textile. Ouais. Et on sait bien qu'en réalité c'est une boucle qui est complète et qu'il faut remonter à l'amont. Et l'amont, c'est la fabrication des textiles. Donc c'est vrai que le fait d'importer avec une traçabilité parfois relative, ça pose forcément problème en blanchisserie, on le voit de toute façon, et peu importe la blanchisserie, ça c'est certain. Je sais aussi que là-dessus, Marie-Laure, je pense que tu auras peut-être plus de lumière sur les dernières études qui ont pu être faites, RSDE notamment. Oui, alors il y a des groupes aujourd'hui au sein de blanchisseries privées qui... Juste RSDE, rejet des substances dangereuses dans l'environnement. Oui, voilà, pour préciser. Nous, on connaît pas. Non, il faut savoir qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement important et qui touche aujourd'hui tous les blanchisseurs. Et donc, il y a des groupes de travail aujourd'hui qui mènent des études vraiment sur différents types de textiles. On peut, si je peux citer, je sais que le GEST travaille à ce genre d'études. Des publications vont probablement avoir lieu très prochainement sur les premiers résultats. C'est pas encore terminé, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais il faut savoir que ça touche tout le monde et qu'on a des personnes qui prennent un peu tous les représentants de la profession aujourd'hui et ils travaillent ensemble à essayer de trouver des solutions et comprendre aussi certaines choses qu'on peut retrouver dans les rejets. Oui, et d'ailleurs, dans ce qu'on retrouve dans les rejets, on parle des textiles, mais il n'y a pas que ça, puisqu'en fait, même à travers l'eau qui rentre dans la blanchisserie, elle est déjà chargée parfois également de certaines substances dangereuses, toxiques, néfastes pour l'environnement. Donc, on boit jamais d'eau, donc il n'y a pas de danger. Donc, puisqu'on en est là, encore une fois, au sein de vos blanchisseries, quel levier est-ce que vous avez activé pour travailler sur cette problématique-là ? Déjà, sur la consommation d'eau, on a mis en place un système qu'on a développé nous-mêmes, à la blanchisserie, blanchisseur.fr, avec un système d'ozonation. Alors, on injecte de l'ozone directement dans les eaux, dans nos eaux de lavage, par le biais d'une pompe. Ce qui nous permet d'utiliser beaucoup moins de lessive, parce qu'on connaît les valeurs oxydantes de l'ozone, c'est génial, c'est fabuleux. On utilise beaucoup moins de lessive, on utilisera donc beaucoup moins d'eau. On utilisera donc beaucoup moins d'eau pour le rinçage. On ne fait qu'un seul rinçage, c'est largement suffisant. Comment on peut, nous, du moins moi, comment je peux, essayer de consommer le moins d'eau possible, de ne pas monter en température non plus, parce qu'on sait que ça coûte l'énergie.
Voilà comment nous on essaye de répondre nous-mêmes en interne à ce problème d'eau et d'énergie. Voilà, c'est moi en électron libre, je sais que d'autres font appel à des entreprises qui font peut-être la même chose peu ou prou, mais voilà, nous on a développé ce système. Il faut savoir que Michel est beaucoup dans l'expérimentation et oui, électron libre comme il le dit lui-même. On essaye des nouvelles technologies et on essaye de s'adapter au mieux possible sans passer forcément par une centaine d'intermédiaires. Voilà, les études sont là, on n'a plus que finalement à lire des études et puis à appliquer les études qui sont données. Je veux dire, il n'y a pas plus simple. Nous, de notre côté, en tant que fournisseur de blanchisseurs directs et de produits, forcément, ça fait partie de notre politique de travailler sur une chimie plus verte. Donc, ça fait déjà plusieurs années aujourd'hui qu'on travaille au développement de produits qui vont avoir un impact beaucoup plus faible sur l'environnement, avec par exemple des CO beaucoup plus faibles, donc qui a un impact direct sur les rejets. On a développé des produits, des process de lavage qui travaillent à plus basse température. Donc aujourd'hui, sur un spectre, on va dire, du linge de maison de retraite jusqu'aux vêtements d'industrie, on va être capable de proposer des produits travaillant de 20 à 60 degrés. Mais on va plus être dans cette démarche de travailler à 70 ou à 80, qui aujourd'hui est forte consommation en énergie qu'on peut plus se permettre, quoi. Mais pourtant, la crise sanitaire a remis quand même sur le devant de la scène la thermodésinfection, on va l'appeler comme ça. On en est quand même un peu. Voilà. Où est-ce qu'on en est, voilà. Alors, on peut parler de désinfection, pas de souci. On peut aborder le sujet rapidement, mais effectivement. Au vu de la crise sanitaire, la température a été le levier le plus rapide à mettre en place pour couvrir ce genre de risque. C'est pas forcément aujourd'hui la solution. On a des produits biocides, désinfectants aujourd'hui qui répondent complètement à la désinfection et à la problématique de Covid et autres, on va dire, il n'y a pas que ça aujourd'hui. Juste, je mets un bémol parce qu'après, on peut être dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on peut utiliser et dire je mets toute ma blanchisserie en désinfection, on met du biocide partout. Je vais juste reprendre une expression, les biocides, c'est comme les antibiotiques, en fait, c'est pas automatique. Il faut vraiment que ça soit ciblé. Sur les programmes, on a réellement besoin d'une désinfection parce que tous les textiles ne demandent pas forcément de désinfection aujourd'hui, et parce qu'il faut penser, je reviens sur le thème, à l'environnement, parce que les biocides qui sont utilisés aujourd'hui, forcément, vont avoir aussi un impact sur ce qu'on retrouve dans les rejets. Donc, il faut, parce qu'on a besoin de désinfection, mais pas forcément partout. Il faut se rapprocher forcément du fournisseur de produits lessiviels et voir sur quel programme on en a besoin pour réellement répondre à la demande et pas faire de l'excès. Trouver la bonne combinaison sans nécessairement passer par de la thermodésinfection. C'est ce qu'on fait tout le temps, trouver la bonne combinaison, de toute façon. Louis. Alors, nous, de l'autre côté, on est un peu plus classique. Pour notre expérience, nous, on a travaillé déjà sur plusieurs points. Déjà, on essaie de mesurer tous les jours un peu ce qui se passe en termes de consommation d'eau et de challenger nos équipes et le partager au niveau des équipes pour leur mettre en avant quel impact aura un rinçage, un double rinçage ou du relavage un peu trop fort. Donc ça va être un des points importants. Cette mesure va permettre de challenger nos fournisseurs également. Enfin, on les lâche pas. Enfin, je l'avais encore mon lessiviel ce matin au téléphone pour lui dire il faut qu'on arrive à réduire notre consommation d'eau et ça ne doit pas être un levier d'ajustement. C'est vraiment important d'arriver à nos objectifs. Donc après, nous, on a également investi sur un système de lavage qui doit nous permettre de réutiliser l'eau. C'est-à-dire qu'on utilise un tunnel de lavage qui va diviser la consommation d'eau par 3 en réutilisant l'eau au niveau du 3 fois au lieu d'être utilisée qu'une fois. Et on a également installé un filtre au niveau du troisième module, qui va permettre de réutiliser une 4e fois l'eau. Donc c'est une autre logique industrielle pour arriver à réduire notre impact. Et puis après, le dernier point, ce qu'on parlait, les fournisseurs, c'est d'arriver à trouver des produits lessiviels qui vont être moins impactants, donc des produits lessiviels écolabellisés, et puis challenger nos fournisseurs pour
pour qu'il soit bon. Ça fait partie aujourd'hui de nos premiers critères. Hein. C'est clair que quand on a, nous, nos cahiers des charges sur le développement de produits, maintenant, c'est environnement et le premier point. Et l'écolabel en fait partie. Beaucoup de nos derniers détergents aujourd'hui sont écolabellisés. Ça reste un point extrêmement important pour nous de pouvoir montrer aux blanchisseurs, mais aussi à vos clients, qu'on travaille sur des produits qui sont plus verts et plus respectueux de la nature. On parle de produits verts, juste une chose, et sur l'utilisation de l'électricité aussi. Alors nous, on a basculé sur l'énergie verte. C'est désuet, hein, mais je pense que ça fait aussi partie je ne trouve pas que ce soit désuet. Non, mais partie des petits pas à faire. Changer, pourquoi pas, de fournisseur, aller chercher le courtier qui va pouvoir offrir l'énergie verte. Alors, un prix, pas un prix, ok, mais plus rien n'a de prix de toute façon aujourd'hui. Là, tout est en explosion complète. Alors, l'énergie verte, je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut se tourner. Toi, tu es en train de faire des études sur des panneaux solaires. On en est tous là aussi, je crois. Le panneau solaire, c'est éventuellement l'avenir de nos énergies pour nous qui consommons beaucoup d'énergie. On consomme beaucoup d'électricité. Je pense que cette pseudo-autosuffisance est une excellente chose à mettre en place. Voilà, ça aussi c'est un truc important. Merci. Vous vouliez réagir ? Non, mais effectivement, sur la partie énergétique, on était en train également de se poser la question, est-ce que sur la partie gaz et la crise ukrainienne, quelle solution on peut avoir pour chauffer, est-ce qu'il ne faut pas Alors c'est vrai que là, nous, on vient d'investir sur une chaudière à gaz, mais du coup, est-ce que sur les prochains investissements, il ne faut pas travailler sur la biomasse pour réduire cet impact et être moins dépendant du prix du gaz et ça reste pas non négligeable ce mois-ci. C'est du gros challenge là. Hein. Ok, oui, c'est vrai que c'est une question d'actualité. On en parle assez peu, mais c'est évidemment aussi... Il y a évidemment un impact sur ce secteur d'activité. Hein. Mais les coûts de gaz, nous, sur notre blanchisserie, on est entre 2 et 3% du coût ça représente entre 2 et 3% de nos coûts. Là, avec la crise énergétique, le prix du gaz a fait x10. Donc, en général, on avait une partie qui était maîtrisée via des achats sur le long terme, mais on a une partie qui était non maîtrisée. Donc je crois que c'est à peu près 50% où le prix du gaz a fait x10. Donc nos coûts énergétiques vont faire x5 sur la partie blanchisserie. Donc ce qui pique, ça va piquer. Ouais. C'est pour ça important. Que je pense que des process à plus basse température aujourd'hui ou des équipements qui permettent de réchauffer vos eaux, ce genre de process aujourd'hui peuvent être la solution, hein, clairement, et de pouvoir réduire toutes ces factures-là qui vont augmenter et malheureusement, ça risque de continuer pendant quelques temps. Quoi. C'est un des points que j'ai pas évoqué. Effectivement, nous, on a mis un échangeur d'eau pour refroidir l'eau avant qu'elle soit évacuée, pour réchauffer l'eau entrante. Donc en fait, il y a l'eau qui doit être évacuée, qui devrait être aux alentours de 35-40 degrés et qui est refroidie à hauteur de 25. Donc notre eau entrante qui est à hauteur de 15-16 degrés, elle va être réchauffée à 25 degrés. Donc il y a plus 10 degrés déjà qui sont économisés via un échangeur qu'on a mis en place au mois de juin. Louis, tout à l'heure, vous parliez de votre action envers vos employés où vous leur expliquez en fait la consommation d'eau, etc. Tout à l'heure, j'ai touché du doigt la notion de formation et de sensibilisation. Est-ce que vous travaillez aussi sur cet axe-là auprès de vos collaborateurs ? Oui. Le problème, on fait de la langue de bois ou pas ? Non, on ne fait pas de langue de bois. Mais sans reporter ça sur les équipements nécessairement. Ok, d'accord. Oui, on fait de la formation. Oui, on demande à ce que les poubelles soient triées, le plastique trié dans le plastique, le carton dans le carton. Maintenant, si on n'est pas là, c'est pas fait. Les gens, alors nos collaborateurs, je fais pas de langue de bois, hein, je vais vous dire ce qui se passe. Nous, les collaborateurs ne vont pas respecter, ils feront pas comme à la maison, ce qu'ils vont faire aussi au travail. Les lumières sont pas éteintes dans les vestiaires, les lumières sont pas éteintes dans les toilettes. C'est des bêtises, hein. J'ai tout mis en LED pour que ça consomme le moins possible, ce qui fait que oui, on les forme, oui, on leur demande. Sans langue de bois, tout le monde s'en fout en vérité. Il n'y a que nous qui sommes, du moins moi, dans mon entreprise, et puis avec ma compagne qui est associée, on est concernés, on fait super gaffe, on fait attention, on éteint les lumières, on vérifie que la chasse d'eau fasse pas pshhh.
C'est des conneries, hein, mais c'est ce que les gens normalement font à la maison, ne vont pas refaire au travail. Donc ouais, on explique, on dit voilà, attention, on travaille à l'ozone, on va utiliser le moins de matériel possible. Est-ce que c'est fatigant? Non, c'est pas fatigant, tu appuieras sur un bouton, ça va être mieux qu'avant. Ah oui, ok. Mais voilà, il n'y a pas de... On peut les former, mais après, il y a la trace que peut laisser cette formation à travers l'esprit humain. À 80%, tout le monde s'en fout. Pareil sur la consommation du gasoil. Quand moi je demande à ce qu'on... Voilà, parce qu'il y a l'axe de la flotte logistique aussi. On fait le calcul entre les autoroutes, oui, non. Le coût du péage, oui, non. Le coût du gasoil, oui, non. Prends l'autoroute. S'il te plaît, roule pas à 130. Va plutôt sur le 110, 120, 115. Mais on le voit, nous, sur la consommation. Mais quand tu rentres et puis que tu as fait deux pleins, bah, tu dis non. Est-ce que... Ah ben non. Voilà, donc il y a les mots. Les mots sont beaux. Il y a nos actions qui sont des fois belles. Et puis après, ça tombe. Voilà, donc la formation, ouais, mais c'est pas toujours suivi. Youpi. C'est pareil, Louis. Alors, effectivement, la formation, des fois, elle peut être un peu longue. Alors, ce qu'on a fait, nous, de notre côté, alors pour les camions, on les a limités à 110. Comme ça, on n'a pas besoin de... Comme ça, on n'a pas besoin de leur poursuite. Alors effectivement, tu as résolu le problème. Ils râlent, mais au moins ils sont à 110. Non, on est sûr qu'ils ne vont pas à 130. Ouais. Voilà, pour le film plastique, nous, on a décidé de le refuser à nos clients. C'est-à-dire qu'on filme plus que, je crois, 5% de nos clients. Voilà, on a supprimé le film plastique, donc ça permet de dire, ben voilà, c'est un choix. On a eu des clients qui nous ont dit, oui, mais si nous, on a besoin que ce soit plastifié. Ah ben, j'ai dit, ben, alors on pourra pas travailler ensemble parce que nous, dans notre démarche, c'est dire le film plastique, enfin, ça vous fait du déchet. Donc, on a des solutions. On travaille avec des caisses recyclables, enfin des caisses relavables et qui sont réutilisées. Donc, du coup, on a fait des choix comme ça, alors qui sont un peu durs. Il y a des clients, du coup, on dit, ben non, on ne pourra pas bosser ensemble. Mais voilà, mais par contre, faites ils viennent chez toi, du coup. Non. Non, voilà. Donc du coup, voilà, on a fait des choix comme ça. Et après, au niveau du personnel, on a travaillé, on avait fait un audit usine du futur via la région il y a 1 an, qui nous avait mis en avant pas mal de points qu'on faisait, mais qu'on ne savait pas comment les souligner. Donc on a créé un arbre, l'arbre RSE qu'on a affiché dans la salle de pause, les gens qui voient un peu ce qu'on fait et toutes les actions. Puis après, moi, dès que je peux en parler, j'en parle. Après, effectivement, il y a des moments où on se dit, ouais, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher. Voilà, donc, voilà, on est sur une problématique d'engagement, et on en parlait en aparté tout à l'heure, la problématique du recrutement aussi, mais d'engagement, donc du personnel finalement, d'adhésion à ces principes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Ouais. Le collier électrique, on y a pensé. Un peu moins violent. Non, si... Avec de la basse tension, alors. Ouais, peut-être qu'on peut travailler sur les challenger. Alors nous, c'est vrai que nous, on n'est pas encore sur un intéressement, mais peut-être arriver à mettre en place des solutions d'intéressement, de choix pour derrière. Je pense que l'impact financier, finalement, on y est tous. Et là, le gaz, nous, il augmente, donc on va y travailler fortement. Et peut-être que si les salariés le salaire augmente, si la consommation de gaz diminue, mais je pense que ce sera un impact, pour moi, ce sera le plus efficace. Nous, en tant que fournisseurs, quel impact on pourrait avoir sur les employés de blanchisserie? Bon, ce qu'on essaye de faire au maximum aujourd'hui, c'est de proposer des systèmes automatisés le plus possible. Je rebondis sur c'est dur, non, il y a juste à appuyer sur un bouton et pareil pour arrêter. Voilà, on essaye de faire des choses où il y a le moins de manutention possible. Bon, aussi sur un aspect sécurité pour eux, mais également pour faciliter les choses et de réduire les formations au minimum des actions requises, quoi. D'accord. Je reviens sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport au textile. Si on boucle la boucle, on a parlé de l'amont, on va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets textiles une fois que... Personne n'en veut. Le déchet textile, personne n'en veut. On en donne à la Croix-Rouge. Je sais pas comment tu fais, toi. Moi, je donne à la Croix-Rouge, je donne un peu à droite, à gauche, mais alors, on parle de filière de recyclage du textile merveilleuse. Oui, bonjour, j'ai quelques tonnes à donner. Ah non, on n'en veut pas. Moi, j'ai fait, justement, dernièrement, il y a un fournisseur, c'est le fournisseur d'Ibella,
qui vient de lancer une filière de recyclage pour recycler tout le textile. Alors on va pouvoir le vendre un peu moins cher en termes du coût au chiffon. C'est-à-dire que là, actuellement, quand on vend un chiffonnier, on le vend à 50, 60 centimes du kilo. Oui, mais là, au moins on le vend à quelqu'un. Là, ils le revendront, là, ils vont le racheter à 30 centimes. Ouais, mais au moins que ça serve à quelque chose. Ouais. Ils pourront nous le revendre. Enfin, te le revendre après derrière. Oui, mais dans la démarche. Non, mais la démarche est bonne, c'est ce qu'il faut. La démarche, c'est que derrière, on pourra avoir du linge, dire voilà à nos clients, dire voilà, notre linge, il était là, on l'a envoyé, il est revenu. Oui. Et cette gamme-là, c'est du linge recyclé. Ça, là, je l'ai vu quoi, il y a un mois, la personne, et là, du coup, nous, on va le mettre en place à partir de ce mois-ci. Voilà. Tu m'envoies l'adresse? Oui, je t'enverrai. Merci. Il y a des débouchés qui se mettent en place, bien sûr. Il y a des choses. Ce que je constate, c'est que c'est quand même encore beaucoup tourné essentiellement vers le textile des particuliers. Et c'est plus sur la filière professionnelle que ça a du mal à démarrer. Parce qu'on a des quantités, finalement, et on ne sait pas quoi en faire. À un moment donné. On est d'accord. Là, la filière là, semble quand même être assez équipée pour traiter, je crois que c'est 5000 tonnes par an ou 10 000 tonnes par an. Donc ils vont être avec les mêmes systèmes que les chiffonniers, avec des caisses carton, exactement la même méthode et avec un engagement du blanchisseur à devenir, je crois, coopératif, avec un rôle de semi-actionnaire dans la démarche. Voilà. Mais on voit quand même des initiatives, parfois locales, parfois plus nationales, avec des débouchés nouveaux en dehors des chiffons qui sont c'est un peu le débouché traditionnel, c'est clair, pour recycler du mieux qu'on peut. Mais je pense par exemple au linge hôtelier de qualité. D'accord, certains standings, qui lui peut être récupéré en deuxième main, seconde main, et revendu, donc lavé et revendu. Mais ça reste des initiatives assez locales. Je ne vois pas trop le faire. Alors moi, je l'ai fait, mais c'est compliqué parce que du coup, ça demande de trier de trier nous à notre niveau, de trier la serviette de bain qui est un peu usée et celle qui est pas trop usée. Et donc derrière, en fait, en fonction de ce tri-là, vous retrouvez avec une différence je parle beaucoup en coût parce que c'est ce qui va jouer derrière, mais c'est 20 centimes, je crois, il va le racheter à 0,70 centimes au lieu de le racheter à 0,50, et avec beaucoup de temps de tri, de savoir qu'est-ce qui va être accepté, pas accepté. Donc là, c'est pour ça que nous, c'est vrai que ce côté-là, on l'a un peu arrêté. Peut-être à se rapprocher du CETI pour voir aussi qu'est-ce qu'eux peuvent proposer, mais on voit aussi qu'il y a des briques textiles qui arrivent sur le marché. Donc ça peut être aussi un débouché. Et puis il y a également une... Oui, ça, le coût de la brique textile, le coût de l'isolation textile, mais finalement, il faut qu'ils viennent chercher le produit aussi, et c'est là où ça ne les intéresse pas forcément. Ouais. Et la dernière initiative que j'ai vue, où là, ils reprennent donc le textile pour vraiment le recycler, et ils font tout, de l'effilochage, et ils refabriquent en fait des bobines à partir de ce qu'ils ont récupéré. C'est ce que propose le fournisseur que j'ai vu, que je t'enverrai, il propose cette démarche. Il propose ça, d'accord. Okay. Oui, ça c'est intéressant. Bah oui, parce que là, pour le coup, on boucle vraiment la boucle là, parce qu'on repart et hop, on revient au point de départ, et c'est certainement... et là, je veux bien l'acheter. La démarche écologique ultime, quelque part. On a parlé de la flotte logistique, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle voiture électrique ou... Oui, on s'est penché là-dessus. Pour moi, pour le commercial, c'est super, mais on va arrêter là. C'est hyper stressant pour les commerciaux. Alors pour les camions, c'est pas la peine. On a vu un camion qui avait une magnifique autonomie de 150 km. Génial. Fantastique. Et puis après, pour nous autres, c'est pas gérable. Je veux dire, c'est joli, c'est beau, sur le papier, c'est merveilleux, mais c'est absolument pas gérable en question de stress, de temps, de branchement. Il y a la borne, bla bla bla. Je vous passe tout ce qui passe autour. L'électricité, c'est youpi, mais on va rester sur l'hybride. C'est bien. Hybride. Voilà. Plutôt hybride. Comme ça, sinon, ça évite le compresseur dans la voiture pour recharger. Non, le truc, c'est bien l'électricité, mais c'est pas encore au point, c'est pas abouti. On n'en est pas. Pour nous, en tout cas, on n'en est pas à parler de ça. On est sur la même démarche. Là, si je parle en tant qu'Ecolab, je sais que pour tous nos collaborateurs commerciaux, il y a forcément eu l'étude de faire du tout électrique. C'est encore très compliqué.
Il y a quelques tests en cours, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore d'autres possibilités avant d'aller sur du tout électrique, sur la flotte. On va attendre l'hydrogène tranquillement, hein? Je pense que c'est bien. Alors, nous, de notre côté, pour l'instant, on n'a aucun véhicule ni hybride ni électrique. Mais effectivement, on est en train de s'y pencher parce que la métropole de Bordeaux, je crois que c'est pour 2024, qui va obliger à passer soit en gaz, soit pour livrer dans le centre de Bordeaux. Et comme on a pas mal de clients dans le centre de Bordeaux, ça va être un sujet... c'est pour ça que la prochaine commande de camion, on s'est dit on va anticiper, on va essayer d'avoir soit en gaz, je crois que c'est en gaz, que ce soit le gaz est autorisé, donc on est en train de voir pour passer en gaz, parce que je pense que si 2024 ou 2025 on est coincé et qu'on ne peut plus livrer, on va pas être bien. On voit encore une fois que, d'une manière générale, dans le secteur de l'entretien des textiles, la réglementation est un levier d'innovation, parce qu'on n'a pas le choix. On y va, il faut. Voilà, hein. Je vous remercie d'être venu assister à cette deuxième table ronde. Je remercie très sincèrement nos intervenants.